Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour un webinaire dédié à la gestion pilotée Lazare Frères Gestion dans nos contrats croissance annuelle. Pour ce faire, j'accueille Mathieu Regnault, responsable relations épargnissimo. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Olivier, bonjour à tous. Et Colin Fèvre, économiste gérant. Bonjour Colin. Bonjour à tous. Alors pour notre webinaire, on va revenir sur l'offre de la gestion pilotée au sein de nos contrats et on fera un point macro et marché. Inutile de vous dire que le point marché sera très animé aujourd'hui. Et qui de mieux que deux intervenants de chez Lazare Frères Gestion. N'hésitez pas à nous poser des questions, on y répondra dans un second temps. Bon webinaire à tous. Alors, en quelques mots, je vous représente Épargnissimo pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc aujourd'hui, on est acteur de l'épargne en ligne depuis plus de 10 ans. Nous avons pour objectif permanent de créer des produits qui sont adaptés aux épargnants les plus exigeants dans un monde qui bouge, qui est de plus en plus complexe. Nous mettons toute l'expertise d'un groupe de gestion privée à votre service. Donc, on a été créé en 2010. On a une communauté aujourd'hui de plus de 2500 clients. On est une société totalement indépendante capitalistiquement. Et on est filiale donc d'un groupe de gestion privée, le Centre du patrimoine à Toulouse. Nos points clés aujourd'hui, l'offre est simple, l'offre se veut efficace chez Épargnissimo. Donc, on a deux axes, l'assurance vie et l'épargne retraite. Aujourd'hui, on a une grande diversité des supports financiers. On a des frais parmi les plus bas du marché et on a plusieurs modes de gestion, dont la gestion pilotée, donc, que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais, on a deux invités qui sont présents sur ce webinaire. Donc, Mathieu Regnault, responsable de la relation partenaire chez Lazare Frères Gestion et qui est notre interlocuteur pour Épargnissimo. Alors, Mathieu, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bon, écoutez, c'est tout simple. Je m'appelle Mathieu. Moi, je suis présent. Je travaille chez Lazare depuis 2017. Et en effet, je suis responsable de la relation avec Épargnissimo et très fier d'avoir mis en place ces profils de gestion pilotée qui sont absolument exclusifs pour vous. Donc, très heureux d'en dire un mot dans quelques instants. Alors, on a la chance d'avoir Colin Fèvre avec nous, qui est économiste gérant chez Lazare Frères Gestion. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Colin ? Oui, bonjour, enchanté. Je travaille chez Lazare Frères Gestion depuis 2001. Je m'occupe de gestion diversifiée, donc je gère des fonds diversifiés et je gère également ces profils de gestion pilotée pour Épargnissimo. Merci, Colin. Alors, Mathieu, je vais te laisser la parole pour présenter donc Lazare Frères Gestion et nous expliquer aujourd'hui comment cette belle maison qui existe depuis de nombreuses années peut accompagner nos clients dans cette gestion pilotée. Ouais, merci beaucoup. La présentation de la société va être assez succincte. L'idée, c'est de laisser rapidement la parole à Colin, qui a vraiment les mains dans le moteur de ces profils de gestion pilotée. Juste un petit mot, parce que c'est assez intéressant, et puis c'est quelque chose d'assez particulier à Lazare. On a un avantage par rapport à nos concurrents chez Lazare Frères Gestion, c'est qu'en fait, au sein du groupe Lazare, il y a deux sociétés de gestion. Une société de gestion américaine, dont le siège social est à New York, et qui est implantée dans une vingtaine de pays, qui gère à peu près 250 milliards de dollars. C'est une très grosse société qui a une plateforme de recherche financière extrêmement importante. Et une deuxième, Lazare Frères Gestion, société de gestion qu'on représente particulièrement avec Colin, qui est une société de gestion plus agile, française, qui gère 45 milliards d'euros. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que chez Lazare Frères Gestion, on a notre propre organe de décision, on a nos propres économistes, et Colin en est la preuve vivante. Mais au-delà de ça, on peut interroger la plateforme de recherche de cette société extrêmement puissante qui est Lazare Asset Management et finalement prendre des décisions de gestion qui sont vraiment pour le compte de nos clients et qui répondent à leurs attentes précisément. Quand on rentre un petit peu plus dans la structure de la société, on peut se rendre compte qu'on a une chance chez Lazare Frères Gestion, c'est qu'on a deux jambes extrêmement solides entre la gestion action et la gestion obligataire. Alors pour ceux qui sont pas nécessairement connaisseurs de la matière financière, ce sont quand on gère des portefeuilles d'actifs cotés, c'est les deux principaux véhicules d'investissement auxquels on peut faire appel. La gestion action, ça veut dire quand on achète une action d'une entreprise, c'est qu'on prend du capital d'une entreprise et en échange de cette petite partie, de cette infime partie de l'entreprise, on a le droit à une infime partie de son résultat. Une action, ça constitue un régime de volatilité assez forte, mais c'est aussi grâce à ce véhicule-là qu'on peut attendre une performance assez élevée. Mathieu, je me permets de te couper. Volatilité, tu peux revenir 2 secondes sur le terme volatilité pour ceux qui nous écoutent pour qu'on soit bien d'accord.
En fait, c'est assez simple. Je ne sais pas si, euh, dans quelle mesure est-ce que vous suivez l'actualité financière et l'actualité boursière. Mais vous voyez, par exemple, le CAC 40, c'est l'indice représentatif de l'économie française sur les actions. En fait, c'est les 40 plus grandes sociétés françaises qui composent cet indice boursier. Et donc, actuellement, il y a de la vol sur le CAC 40, et puis Colin va revenir là-dessus. Avoir de la volatilité sur un indice, ça veut dire qu'il y a des fluctuations de cet indice qui sont assez fortes. Et globalement, les actions euh, constituent un actif financier avec beaucoup de fluctuations. La contrepartie de ces fluctuations intenses, c'est qu'on peut en attendre une performance assez élevée sur le long terme. Donc, c'est un actif qui est indispensable dans la gestion de patrimoine parce que c'est vraiment cet actif qui va tirer la performance de votre épargne à la hausse. Et en contrepartie, vous voyez, on a une autre jambe chez Lazare Frères Gestion, c'est la gestion taux et monétaire. Ça, c'est une jambe qu'on va utiliser plutôt à des fins de réduire la volatilité dans un portefeuille. Donc, si on a des perspectives économiques qui nous semblent un petit peu moins bonnes, eh ben, au sein de vos portefeuilles, on va réduire le poids des actions pour augmenter la part de ces actifs monétaires ou obligataires. Un actif obligataire, c'est tout simple, c'est acheter de la dette d'une entreprise. Donc cette fois-ci, on n'est pas au capital de l'entreprise, mais on achète sa dette. Et en contrepartie du financement de cette dette, eh ben, on a un rendement qui est plus ou moins élevé en fonction de la santé financière de l'entreprise. Et vous voyez, ce choix entre actions et obligations, c'est une équipe d'économistes et gestionnaires qui le fait chez nous, représentée par Colin Fèvre aujourd'hui. Dans ce diagramme, c'est cette équipe de gestion diversifiée qui représente 20% de nos encours. C'est une équipe qui est vraiment la pierre angulaire de notre société, hein, parce qu'ils vont constamment essayer de se demander si on est en période de croissance, en période de récession. Ils vont essayer d'avoir une lisibilité sur l'avenir économique de notre pays, de notre région. Ils vont essayer de comprendre la trajectoire future de l'économie mondiale. Et en fonction de ces trajectoires-là, ben, ils vont décider d'allouer différemment les portefeuilles. Voilà. C'est une introduction au métier de Colin qui va vous présenter les différents profils de gestion qu'on a créés pour vous à l'instant, et ensuite qui va vraiment rentrer dans le cœur du sujet et vous présenter les perspectives économiques de Lazare Frères Gestion pour essayer de comprendre justement quels sont les actifs qu'on a mis dans les profils de gestion. Alors, comme vous l'a expliqué Mathieu, vous l'avez bien compris, la force de Lazare, c'est d'avoir finalement une capacité à avoir de l'analyse à la fois sur la sphère action, mais également sur la sphère obligataire. Colin l'a dit en amont, il est économiste économiste gérant au sein de Lazare Frères Gestion, et il est également donc gérant des fonds diversifiés. Ce qu'on appelle des fonds diversifiés, c'est justement des fonds qui ont une partie d'action et une partie d'obligation. Donc là, on va rentrer dans les profils de gestion pilotée et de leur performance. Ça va nous permettre de revenir ensuite sur la composition de ces profils. Et ensuite, on rentrera donc sur l'analyse macro et, on va dire, conjoncturelle actuelle pour comprendre comment ça a de l'impact derrière sur les profils, les allocations, les pondérations et bien évidemment, in fine, les performances qu'on peut attendre des profils de gestion pilotée au sein de notre gamme épargnissime. Colin, est-ce que tu peux nous revenir donc sur les profils et sur les performances donc, qui sont composés au sein de la gamme croissance à venir? Oui, tout à fait. Alors, nous avons trois profils dans cette offre. Un profil modéré, dont l'exposition aux actions peut varier entre 0 et 50%. Le reste du profil sera composé de produits de taux et de produits diversifiés. Mais les actions dont Mathieu nous a dit que c'était la classe d'actifs la plus volatile, celle qui connaît les plus fortes variations, à la hausse comme à la baisse, sont limitées à 50%. Sur le profil équilibre, qui est notre deuxième profil, je reviens sur la page d'avant, on a une part action qui va être limitée par les bornes de 15 à 65%, et enfin un profil dynamique avec une exposition aux actions qui va varier entre 30 et 80%. Donc trois profils, une exposition aux actions croissante. Si on est sur un profil dynamique, on aura en moyenne plus d'actions puisqu'on n'en aura pas moins
de 30% et on peut en avoir jusqu'à 80%. Si on a un profil modéré, on aura en moyenne moins d'actions puisqu'on peut descendre jusqu'à 0 et monter jusqu'à 50. L'idée, c'est quand on choisit un profil dynamique, de viser une performance à moyen terme supérieure, mais il faut savoir qu'on doit, entre-temps, pouvoir supporter une variabilité de la valorisation de son investissement plus importante. C'est ce qu'on appelle la volatilité. Sur cette diapositive, vous voyez le positionnement actuel de ces trois profils, avec en violet la part des actions, ensuite en bleu la part des obligations et des produits de taux, et puis une petite diversification qui apparaît en vert sur des produits diversifiés, donc des fonds qui sont eux-mêmes composés d'actions et d'obligations, et puis des fonds flexibles qui peuvent faire varier leur exposition aux différentes classes d'actifs. Et vous Alors, voyez que… Colin, Oui, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit que la borne maximale sur le profil dynamique, c'est 80%, et qu'aujourd'hui, l'exposition action est à 52%, finalement, on en est quasiment à la moitié du chemin, mais on n'est pas quand même on n'a pas une poche action qui est finalement à son maximum. voilà, exactement. On est aujourd'hui un peu en deçà du point central de nos marges de manœuvre. Et c'est vrai sur les trois profils. Le profil modéré, le point central de ces marges de manœuvre pour les actions, il est vers 25%. Là, on est à 22,50, 2,5 en dessous. Pour le profil équilibre, le point central de l'exposition aux actions, c'est 40, on est à 37,5. Et pour le profil dynamique, le point central est à 55, on est à 52,5. Donc on est proche de la neutralité, mais un peu en deçà. Alors ça, c'est le résultat de mouvements que nous avons opérés ces derniers mois. On a été relativement actifs depuis le début de l'année 2026, puisque nous avons bougé 3 fois. Nous avons démarré l'année à la neutralité, donc 25, 40, 55. Nous avons pris des profits au début du mois de février, c'est-à-dire que nous avons un peu allégé les actions. On avait trouvé que les marchés actions avaient démarré l'année très fort, avec une progression très dynamique. Et on a choisi de vendre un petit peu d'actions pour un peu matérialiser les gains réalisés depuis le début de l'année. On trouvait qu'il y avait quand même des risques qui n'étaient pas forcément pris en compte par les investisseurs. Il y avait ce risque géopolitique, hein. Depuis le début de l'année, la tension montait entre les États-Unis et l'Iran. On avait des questions sur les valorisations atteintes dans le secteur de la technologie, particulièrement aux États-Unis. On avait aussi des interrogations sur la solidité de la croissance américaine, avec un marché de l'emploi qui donnait des signes de faiblesse. Et donc, on a choisi de réduire notre exposition aux actions. Le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran a démarré au dernier jour du mois de février. Ça a créé une correction des marchés. On en a profité pour racheter dans la deuxième quinzaine du mois de mars les actions que nous avions allégées au mois de février. Depuis, les marchés se sont repris, notamment au fil des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Et on a à nouveau, il y a quelques jours, allégé les actions. La situation ne nous semble pas réglée. On a encore des risques et on a préféré à nouveau réduire notre exposition aux actions. Et on a aujourd'hui dans nos portefeuilles l'allocation qui apparaît sur l'écran. Donc, on ne va pas la regarder en détail, mais vous voyez que chaque profil est composé de fonds gérés par Lazard Frères Gestion. On a une gamme de fonds importante et également de fonds gérés par d'autres sociétés concurrentes qui apportent une diversification. Ils n'ont pas la même façon de voir les choses que nous. Ils ont aussi Lazard Frères Gestion n'a pas la prétention d'être la meilleure société de gestion, surtout
les segments de marché, dans toutes les configurations de marché. Donc, c'est bien également de pouvoir s'appuyer sur l'expertise de sociétés concurrentes pour pouvoir gérer les différentes poches qui constituent l'allocation. Donc, elles sont détaillées. On a des actions américaines, des actions émergentes, des actions européennes, japonaises, ces fameux fonds diversifiés ou mixtes, avec notamment des fonds qui investissent de façon un petit peu différente que la gestion à laquelle que nous faisons chez Lazare Frères Gestion. C'est le cas de ce FCPR Isatis Capital Vie et Retraite. Et puis ensuite, des supports obligataires, des supports d'obligations d'État et des supports d'obligations d'entreprise. Alors, pour apporter juste un complément à ceux qui nous écoutent, donc tu l'as très bien expliqué. Aujourd'hui, à l'intérieur de ces profils, il y a bien évidemment ce qu'on appelle des FCPR, qui sont donc des fonds investis sur ce qu'on appelle le non-coté, pour répondre à la loi Industrie verte. D'accord ? Donc, ça fait partie aussi du sujet. Donc, vous investissez dans ces fonds-là, qui sont la division et qui permettent de diversifier et de décorréler une partie de l'allocation et des profils par rapport au marché traditionnel et coté, puisque là, on est bien sur du non-coté. Et ensuite, aujourd'hui, si on regarde, la poche Lazare, elle est aux alentours de 40-50% maximum des profils. Ça permet d'aller chercher des compétences, d'aller chercher des modes de gestion complémentaires à ce que vous savez faire, vous, en interne. Et c'est grâce à votre savoir-faire de la sélection de fonds que vous allez sélectionner des fonds qui vont pouvoir apporter une valeur ajoutée au profil. Puisqu'en fait, l'idée, c'est que l'ensemble des fonds constitue finalement quelque chose alors j'allais dire parfait, c'est jamais parfait, mais en tous les cas, de se rapprocher, d'avoir une complémentarité totale entre l'ensemble des fonds qui composent chacun des profils. Donc, l'avantage pour nos clients, pour ceux qui nous écoutent, c'est que quand ils souscrivent au sein d'un profil Lazare Frères Gestion, au sein d'un profil de gestion pilotée, ça leur permet vraiment d'avoir une grande diversification et juste en fait de comprendre qu'ils ont en fait un respect de leur profil de risque. Et derrière, ça permet d'avancer et de continuer aujourd'hui. Alors, je vois que Colin a très envie. Oui, j'ai cliqué au mauvais endroit sur l'écran. Alors, là, on va enchaîner parce que dans le coup, juste pour la présentation des profils, je crois qu'on a fait le tour. On va enchaîner. Alors, on n'a pas regardé peut-être on dit 2 mots sur les performances et puis ouais, on va peut dire enchaîner 2 mots sur les performances. Voilà. On peut y revenir, Colin, revenir sur les performances depuis le début du trimestre, début de l'année. Et je crois que tu vas nous donner également les performances 2025, puisque tu les as, de manière à ce qu'on ait finalement l'ensemble des Voilà, tout à fait. Alors, sur la gauche de l'écran, on a les performances depuis le début du trimestre. Vous voyez qu'elles sont élevées, 4,5 pour le modéré, 5,9 pour l'équilibré et 7,2 dynamique. Alors, le début du trimestre, il a démarré en avril, c'est-à-dire après la correction de mars. Et donc, les marchés se sont repris depuis en avril et en mai, ce qui explique ces performances particulièrement élevées. Au centre de l'écran, on a les performances depuis le début d'année qui sont un petit peu moins élevées puisqu'on a subi également la baisse de mars avant de rebondir. Et puis, les performances depuis le lancement de ces profils de gestion pilotée en octobre 2024, 7, 8, 9, 2, 10, 5. Et puis, je voulais mentionner également les performances de l'année 2025, une année entière. Elles se sont élevées à 4% pour le profil modéré, 4,6% pour le profil équilibre et 5,4% pour le profil dynamique. Voilà. La performance depuis le début du trimestre, pardon, je t'interromps, Colin, mais elle montre bien une chose, c'est qu'il faut essayer de se battre quand on est investisseur contre la frilosité éternelle qu'on peut avoir, parce que c'est justement dans des moments où il y a beaucoup de craintes dans l'environnement économique qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités. Et vous voyez, sur seulement quelques semaines, et ben en fait, l'investisseur qui a décidé de faire confiance et de s'exposer au profil épargnissimo au moment même où il y avait le détroit d'Ormuz qui était bloqué au maximum et puis le conflit qui était vraiment dans le dur, et ben en fait ressort avec des performances très positives. Donc voilà, il faut aussi voir le risque comme une notion d'opportunité. Je pense que ça va être le sujet de Colin. Ça nous permet de rebondir sur l'environnement économique actuel. On a fait tellement de teasing
au moment de la présentation des profils qu'on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler donc bien évidemment du conflit Moyen-Orient, mais je vais laisser Colin bien évidemment expliquer tout ça. On va parler de tout l'environnement macro et de comprendre, en fait, l'objectif de cette partie du webinaire, c'est de vous faire comprendre comment, grâce à la lecture des événements macroéconomiques, on arrive à construire finalement une allocation qui soit en cohérence avec ce qu'on peut lire des événements macro. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Colin? Tout à fait, tout à fait. Et nous allons justement démarrer par des considérations relatives à ce conflit au Moyen-Orient. Alors, avec un effet vraiment concret hein, de ce conflit pour l'économie, c'est la fermeture du trafic dans le détroit d'Ormuz. Dans ce détroit passe à peu près 20% des exportations mondiales de pétrole. Et vous voyez que pour ce qui concerne les tankers, donc les navires qui transportent du pétrole ou les porte-conteneurs, on a un trafic qui est passé quasiment à zéro hein, depuis le déclenchement du conflit à la fin du mois de février. Alors, les négociations sont en cours. On a des avancées, on a des blocages, chacun retourne sur ses positions. On peut espérer que la situation finisse par se débloquer. On a quand même des sujets de désaccord importants et notamment cette question du nucléaire iranien. Les États-Unis souhaiteraient que l'Iran renonce à ses capacités nucléaires. Il n'en est pas question pour l'Iran et c'est vraiment un sujet d'achoppement. La tension reste forte entre les États-Unis et l'Iran, d'autant que Israël a aussi des priorités qui ne sont pas forcément exactement alignées sur celles des États-Unis. Et il y a également cette question du Liban qui entre en compte. Et donc, on est vraiment dans un contexte compliqué. Et le résultat concret, c'est qu'on a un trafic maritime qui est faible. Alors, si on regarde ce qui s'est passé sur le pétrole, c'est le graphe de droite. Vous voyez que les cours du pétrole se sont envolés. On était vers 60-70 avant le déclenchement de la crise. On est monté haut, hein, bien au-dessus de 100, et aujourd'hui on est à peu près sur 100. Alors sur ce graphe, on fait figurer trois courbes. Une courbe, un prix spot. Un prix spot, c'est si on achète du pétrole pour être livré immédiatement. Et puis ensuite, des prix futurs, donc pour un futur proche, c'est la courbe noire. Et puis, pour un futur un peu plus lointain, et c'est la courbe grise, ce serait du pétrole qui nous serait livré à la fin de l'année. Et on voit en fait que les prix immédiats varient plus fortement puisque l'impact de la fermeture du détroit est plus forte. Et par contre, si on regarde des prix à un peu plus longue échéance, ça donne une idée un peu des anticipations des acheteurs de pétrole. On voit que les prix spot ont bien reflué, mais que pour les prix pour des livraisons lointaines, on se maintient sur un niveau élevé. Donc on voit que l'incertitude est encore bien présente. Donc, en fait les prix du pétrole, ils se situent entre, là on le voit au niveau du graphe, entre les prix spot, c'est-à-dire les prix immédiats et les prix plus lointains, entre 85 et 100 $, hein, si on prend le Voilà, dernier. c'est ça. Et on vient d'à peu près 60. Donc ça donne une idée un peu de l'effet sur l'économie. Sur la diapositive suivante, on montre ce qui a permis d'atténuer ce choc pour l'économie mondiale. Alors, le premier élément, c'est les stocks. On avait des stocks importants de pétrole disponibles dans les différentes zones. Il y a des stocks détenus par les entreprises du secteur du pétrole. Il y a également des stocks stratégiques. Ces stocks avaient monté de façon importante depuis 2022, et on voit qu'on a
utiliser fortement ces stocks. Et l'utilisation de ces stocks a permis d'atténuer l'effet de la hausse du pétrole, puisqu'on n'a pas eu forcément besoin d'acheter du pétrole à 100 $. On a pu utiliser ces stocks qui avaient été constitués à des niveaux inférieurs. Il y a d'autres effets qui ont permis d'atténuer un peu ce choc. Il y a des producteurs qui ont pu augmenter un peu leur production, notamment, par exemple, les États-Unis. Par contre, on le voit sur ce graphique de gauche, hein, ces stocks ont beaucoup diminué, et si la situation ne se débloque pas rapidement, on pourrait avoir des conséquences importantes. Et puis, sur le graphique de droite, alors là, on a illustré ça en vous montrant le nombre de tankers, donc de ces pétroliers qui amènent du pétrole vers la Chine, et on voit que ce nombre a considérablement baissé. La Chine a vraiment ajusté ses achats de pétrole. D'abord, la Chine produit de l'énergie avec des sources d'énergie renouvelables. La Chine utilise beaucoup de charbon, donc a eu le moyen un peu de substituer au pétrole d'autres sources d'énergie pour sa production d'énergie. Et puis, on a eu également une forte baisse de la demande dans la pétrochimie. La pétrochimie, c'est une industrie qui utilise du pétrole, mais qui a aussi des stocks, et puis qui peut différer un certain nombre de productions, et la demande a baissé. On a également eu une baisse de la demande aérienne de pétrole. Alors, pourquoi c'est important de s'occuper de cette crise, qui est une crise avant tout géopolitique, hein, avec un engagement militaire, c'est que plus elle dure, plus elle aura des effets importants sur l'économie. Alors sur ce graphique, on fait figurer les scénarios de la BCE. Donc la BCE, c'est la Banque centrale européenne, qui a construit des scénarios suite au déclenchement de cette crise. Et on illustre quatre métriques sur cette page. On ne va pas regarder en détail, mais en haut à gauche, on a des scénarios relatifs au niveau de croissance. En haut à droite, des scénarios relatifs à ce qui va se passer en termes de chômage. Et puis en bas, l'impact sur l'inflation globale, hein, qui inclut tous les éléments dont les prix de l'énergie et de l'alimentation. Et en bas à droite, ce qu'on appelle l'inflation corps, l'inflation cœur. C'est l'inflation qui exclut ces éléments les plus volatiles que sont les prix de l'énergie et l'alimentation. Et puis, trois scénarios. Un scénario de base, hein, cette courbe verte, un scénario sévère et un scénario averse et un scénario encore plus sévère. Et on voit en fait, Ce sans qui est regarder. intéressant, Colin, pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'en fait, si on regarde les graphiques, alors je me permets d'anticiper un peu ce que tu vas dire, mais concrètement, on a quand même une convergence, quel que soit le scénario, vers finalement un choc qui est bien absorbé, même si on a une dégradation de la croissance, même si on a une augmentation temporaire de l'inflation, qu'elle soit corps ou pas corps, et même si le chômage progresse, globalement, on arrive quand même à maintenir un niveau de croissance qui est faible, mais qui n'est pas non plus ultra dégradé, et un niveau d'inflation qui, lui, arrive à être maîtrisé et revenir vers des niveaux d'objectifs de la BCE et de la Voilà, Fed, loin de la BCE aux alentours de 2%. exactement. L'idée, c'est plus le choc, plus la situation dure, plus le choc est difficile à encaisser pour l'économie, sachant que c'est un choc. Donc, il y a une phase négative et ensuite une phase de rattrapage. Plus la situation s'éternise, plus le rattrapage est long. Mais in fine, oui, l'économie est en mesure d'absorber ce choc. C'est ça le message. Mais vraiment, l'ampleur des dégâts dépendra de la durée du conflit. Très intéressant. Très intéressant de voir que finalement, on a une économie plus résiliente que prévu. Alors,
si on se penche maintenant sur les économies, et on va démarrer par les États-Unis, hein, c'est vraiment Mmh. l'économie moteur de l'économie mondiale. D'abord, ce que je mentionnais un peu plus tôt, on avait un marché euh, de l'emploi qui avait montré des signes de faiblesse sur la fin de l'année dernière, et finalement, on voit que ce marché de l'emploi, finalement, a fait preuve de dynamique, de dynamisme depuis les derniers mois, avec des créations d'emplois qui se sont redressées, et on observe que la situation s'est améliorée dans un nombre de plus en plus important de secteurs. Donc, il semblerait que le marché de l'emploi américain montre une bonne résistance. Mmh. Pour autant, quand on s'intéresse à ce marché de l'emploi, on observe une diminution progressive du salaire horaire, ce qui a des conséquences en termes de consommation. On regarde sur la diapositive suivante ce graphique à gauche qui met en parallèle les prix à la consommation. Euh, donc, on voit que la courbe avait beaucoup monté pendant en sortie de Covid, hein, 2022-2023. Donc, on avait vu l'inflation remonter, l'inflation rebaisser, en restant néanmoins à un niveau plus important que ce qui prévalait avant ce choc. On était proche de la cible de la Banque centrale qui est 2%, et on voit qu'on s'était plutôt stabilisé vers 3%. Et puis là, on voit que les prix remontent un peu sous l'effet de cette crise en Iran, de la hausse des cours du pétrole. Et on met en parallèle la progression des revenus d'activité, donc en gros ce que les gens gagnent en exerçant leur emploi. Euh, et on avait des revenus d'activité qui avaient également beaucoup progressé en sortie de Covid, qui se sont normalisés, mais dont la progression restait supérieure à la progression des prix. Donc ça veut dire que le pouvoir d'achat continue d'augmenter. Et là, on est à un moment un peu particulier, un peu critique, où on a un croisement de ces deux courbes, c'est-à-dire que les prix progressent à peu près au même rythme, même un petit peu plus que les revenus des ménages américains. Et donc, c'est là qu'on commence à sentir vraiment l'effet de cette crise qui se diffuse par la hausse des prix, et notamment la hausse des prix de l'énergie. Alors, les ménages américains, jusqu'à présent, ont fait face, et la consommation américaine a fait preuve de résistance. Et quand on regarde la raison qui explique cela, on s'aperçoit qu'ils ont puisé dans leur épargne. Sur ce graphe, on voit le taux d'épargne américain qui a fortement diminué. Voilà. Donc la question, c'est comment la consommation américaine va se comporter face à ce choc pour le pouvoir d'achat. La consommation américaine, c'est ce qui a permis à l'économie américaine de résister à la hausse des taux directeurs de la Banque centrale américaine. Et c'est quelque chose que l'on va suivre particulièrement dans les mois à venir. Euh, encore quelques. Juste en complément par rapport à ce que tu as dit juste avant, Colin, on voit quand même que le choc n'a rien à voir avec l'ère post-Covid. Quand on regarde les graphes, on voit quand même qu'il y a eu un impact très fort sur, en l'occurrence, la consommation après le Covid, ce qu'on a moins aujourd'hui, et donc le choc est plus absorbable, entre guillemets, à l'heure actuelle par l'économie, certainement à cause de ça. Voilà, pour l'instant, l'inflation reste sous contrôle. Donc, c'est ce qu'on vous montre C'est ça. sur cette diapositive, hein, avec une décomposition de l'inflation. Et on voit que les courbes sont plutôt stables, hein, voire orientées à la baisse pour les derniers mois. Et quand on regarde ce qui concerne les prix à la production, donc ça, ce sont les prix à la consommation. Et quand on regarde les prix à la production, on voit que les services les plus impactés sont les services de transport, et donc qui sont directement impactés par le coût des carburants, et également les services de distribution, mais que pour l'instant
la hausse du prix des autres services se maintient, donc un impact encore sous contrôle. Quand on regarde les enquêtes réalisées auprès des entreprises américaines, on voit qu'elles sont plutôt bien orientées. Donc ça, c'est une enquête, c'est une courbe qui synthétise l'appréciation des entreprises sur leurs nouvelles commandes. Alors, la façon dont leur activité en fait se déroule, et on voit que cette enquête est plutôt orientée à la hausse. Par contre, et au-dessus du niveau neutre qui est 0, et alors que quand on demande aux entreprises comment elles voient les choses à 6 mois, on est plutôt sur un niveau un peu inférieur. Donc le message c'est, pour l'instant ça va, l'activité est bonne, mais on se méfie de ce qui peut se passer, dans les mois à venir à cause de ce conflit. Donc Est-ce voilà qu'on peut, pour. est-ce qu'on peut dire, Colin, qu'avec l'ensemble de la présentation sur la partie US, on peut dire globalement quand même que l'économie US est très résiliente ou très résistante à ce qui est en train de se passer? Et Voilà, que c'est effectivement la conclusion, c'est que pour l'instant, l'économie américaine montre ok. qu'elle résiste bien à ce qui se passe. Un petit mot maintenant de l'économie européenne. L'économie européenne, ça nous intéresse parce que eh bien, c'est là que nous habitons, et puis ça représente également dans l'allocation des profils un poids significatif. Alors dans l'économie européenne, on avait des ventes au détail qui avaient donné des signes de faiblesse, puis finalement, après révision de la série, on voit que la dynamique reste plutôt bonne. Pour autant, on voit que la croissance a été impactée. Alors, sur ce graphique à droite, on met en parallèle les enquêtes d'activité. On vient de regarder les enquêtes d'activité aux États-Unis. Là, ce sont des enquêtes d'activité pour la zone euro et le niveau de croissance. Et on voit sur ces enquêtes d'activité en noir, hein, ça s'appelle des enquêtes PMI. Composite, c'est parce qu'on regarde à la fois le secteur manufacturier et le secteur des services. Et on voit que ces enquêtes se sont dégradées. Et si on met ça en parallèle avec le niveau de croissance, ça indique plutôt une croissance de l'ordre de 0, hein, avec une stagnation de l'activité. Donc l'économie européenne accuse le choc de cette crise en Iran. Pour autant, euh, on voit que un des moteurs que nous avions identifié pour une accélération de la croissance européenne sur cette année se met en route, à savoir les effets du plan d'investissement allemand. Et sur ce graphe, on fait figurer les commandes à l'industrie allemande, et on voit que on a un net décollage de ces commandes depuis quelques mois, et ça correspond à un plan d'investissement qui a été voté, mis en place à l'occasion de l'alternance au gouvernement allemand il y a un petit peu plus d'un an, c'était au mois de février de l'année dernière, et ça devrait tirer la croissance européenne dans les mois à venir. Alors, le risque pour l'économie européenne, ce serait une transmission du choc de confiance lié à cette crise en Iran par l'emploi. On voit que les enquêtes relatives à l'emploi se sont plutôt dégradées dans la zone euro, et on pourrait avoir une remontée du taux de chômage qui, pour l'instant, reste sur un niveau historiquement bas. Pour le coup, pour ce qui concerne l'inflation dans la zone euro, on est sur un niveau plutôt inférieur aux États-Unis, avec un petit décollage de l'inflation dans les services, mais qu'on attribue plutôt à un facteur saisonnier. C'est lié à la date de Pâques, date à laquelle beaucoup de ménages européens partent en voyage, achètent des billets d'avion. Les billets d'avion voient leur prix monter, mais globalement, l'inflation en Europe est plutôt sous contrôle. Et quand on regarde les mesures du coût du travail, hein, c'est ce qui est important pour l'inflation dans les services, on est plutôt orienté à la baisse. Ce qui est assez intéressant, c'est que je trouve également que sur la partie zone euro, si on reprend la présentation que tu viens de faire, on est aussi assez résilient malgré la configuration aujourd'hui macroéconomique et le conflit au Moyen-Orient.
qui a des Voilà. impacts un petit peu plus importants sur la zone euro que sur la zone US. Voilà, impact plus important qu'aux États-Unis, mais pour l'instant, une économie qui résiste, avec quand même des choses à surveiller au niveau de ce qui va se passer, notamment de la consommation des ménages. Alors, si on regarde un peu maintenant ce que ça veut dire en termes de marché financier, on va commencer par une diapositive sur les banques centrales. Alors, à gauche, les États-Unis, à droite, la zone euro. Le trait bleu, c'est le niveau du taux directeur actuellement. Il n'a pas bougé depuis le début de l'année dans une zone comme dans l'autre. Et puis, le trait noir, ce sont les anticipations. Et on voit que en début d'année, on anticipait une baisse de taux directeur aux États-Unis. On est revenu à zéro et maintenant on anticipe plutôt une hausse de taux directeur. Dans la banque, pour ce qui concerne la Banque centrale européenne, on anticipait un taux stable au niveau où il était, voire pourquoi pas un petit peu plus bas. Et maintenant on anticipe un taux de la zone euro plus élevé. C'est directement l'effet de la guerre en Iran, hein, hausse des cours du pétrole qui ferait redémarrer l'inflation et qui pousserait les banques centrales à remonter leur taux directeur pour garder le contrôle de l'inflation. Donc vraiment, cette guerre en Iran, on voit, ça a un effet direct sur les anticipations de taux directeurs et c'est traduit d'ailleurs pour le marché obligataire par une remontée des taux d'intérêt, des taux auxquels les États et les entreprises empruntent, et plutôt une baisse de valeur des obligations. Je passe. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que quand les taux montent, la valeur faciale des obligations baisse, et quand les taux baissent, à contrario, la valeur des obligations faciales augmente. Donc ça, c'est Voilà. important de bien comprendre. C'est contre-intuitif souvent, mais c'est un cycle qu'on retrouve régulièrement, et c'est ce que vient d'expliquer Colin. Voilà. Mais par ailleurs, quand on a une obligation, bénéficier d'une rémunération, tout comme quand on emprunte pour sa maison, on doit rémunérer la banque en payant des intérêts. Quand on détient une obligation, ben on va toucher des obligations de l'État ou de l'entreprise à qui on a prêté son argent. Et notre message, c'est que avec les niveaux de taux actuels, hein, qui, on l'a vu, viennent de remonter, on a une rémunération que l'on trouve attrayante quand on détient des obligations. Il faut pouvoir supporter leur variation de prix liée à la variation des anticipations sur les taux d'intérêt, mais on est, à notre avis, correctement rémunéré. Et c'est pour ça qu'on va retrouver une part significative dans les profils de la gestion pilotée. Un petit mot sur le crédit. Le crédit, donc, c'est le supplément de rendement qu'on a quand on prête à une entreprise plutôt qu'à un État. On a un risque un petit peu plus élevé de ne pas être remboursé puisqu'une entreprise ne peut pas lever d'impôts. Et donc, on a une rémunération un peu plus élevée. Et on voit qu'on a des niveaux d'écart de rendement des entreprises par rapport aux États qui sont plutôt sur des points bas historiques. Ça veut dire qu'on n'est pas énormément rémunéré de notre risque, mais c'est en lien également avec une conjoncture qui tient, avec une croissance qui tient aux États-Unis et dans la zone euro. Un petit graphique pour vous montrer ce qui se passe sur les devises, hein. On a la courbe noire qui représente l'euro contre dollar. Quand la courbe monte, on a l'euro qui prend de la valeur contre le dollar. Et là, on voit que à l'occasion de la guerre en Iran, on a eu plutôt un petit renforcement du dollar. Et la courbe bleue, c'est l'euro contre le yen. Quand la courbe monte, on a l'euro qui prend de la valeur et on voit qu'on a le yen qui est aujourd'hui sur un niveau historiquement bas. Je terminerai par les actions avec un graphique qui montre les prévisions de résultats des analystes. Donc, quels résultats les analystes anticipent pour les actions de la zone euro sur notre gauche et les actions américaines sur notre droite. Alors, vous voyez qu'on a un graphe orienté vers la droite. Les analystes attendent des résultats en progression et
vous avez la liste des secteurs et le message, c'est que aux États-Unis, les attentes de résultats sont quand même extrêmement concentrées sur le secteur de la technologie, le secteur de la communication, c'est un peu les mêmes entreprises, et le secteur de l'énergie. Donc, des résultats attendus en forte hausse, mais concentrés sur un nombre de secteurs et un nombre d'entreprises réduit. Hein, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Dans la zone euro également, une concentration dans ces secteurs, mais néanmoins, les choses sont quand même un peu plus équilibrées. Mais quand même, hein, l'énergie, c'est l'avant-dernier secteur. On a également des résultats attendus en hausse dans le secteur des financières. C'est moins le cas aux États-Unis. Et puis, on va retrouver également la technologie. Voilà. Donc, des résultats attendus en hausse, mais une concentration. Et donc, le secteur de la technologie, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. On voit que ça peut créer de la volatilité. Hein. On a eu de la volatilité il y a quelques jours, vendredi 5, sur le marché américain, avec le Nasdaq qui a fortement chuté suite à des déceptions liées à une entreprise qui fait des semi-conducteurs. Voilà, c'est un secteur qui est vraiment scruté par les investisseurs, qui est à leur faveur, mais qui peut aussi créer de la volatilité dans le marché. La volatilité dans le marché, ça veut dire des valeurs qui baissent, ça veut aussi dire des opportunités pour se renforcer, comme on l'a fait dans les profils de gestion pilotée à l'occasion de la correction au début du mois de mars. Donc des marchés actions, pour terminer, qui sont sur des niveaux de valorisation. Quand on regarde les multiples de résultats, combien d'années de résultats on va payer le marché, on est plutôt sur des niveaux élevés. Hein. En gris, on a la distribution de ces niveaux de valorisation. Quand on est sur le trait noir, on est sur un niveau moyen historiquement. Quand on est au-dessus, on est au-dessus de la moyenne historique. Vous voyez, aux États-Unis, on est très au-dessus de la moyenne historique des résultats. Et pour le coup, dans les marchés émergents, tout à droite, donc à gauche, zone euro, États-Unis, Japon, marché émergent. Dans les marchés émergents, on est sur un niveau de valorisation moyenne grâce à la hausse des prévisions de résultats. Ce qui est Sur le très marché, intéressant, Colin, ce qui est très intéressant sur cette présentation par rapport au marché américain, c'est qu'en plus, il y a un double effet. Il y a un effet non seulement de valorisation, et il y a un effet de concentration. Donc, c'est le double effet qui est aujourd'hui qu'il faut quand même regarder avec beaucoup de vigilance, c'est ce que tu as dit juste avant. Et alors qu'il y a plus de diversification et moins d'emprise, on va dire, du secteur tech sur la partie euro, même si, par exemple, mais par contre, les marchés sont quand même un petit peu plus chers. Et finalement, c'est les marchés émergents qui s'en sortent le mieux aujourd'hui. Je parle en termes de prix, prix de marché. voilà, les marchés émergents ont vraiment connu des performances très importantes au cours du dernier semestre, je dirais, hein, ou un peu plus. Et c'est notamment lié aussi à leurs composantes technologie. Et dans nos mouvements d'allègement puis d'achat, on a notamment allégé et racheté des marchés, des actions des marchés émergents qui ont connu des variations et donc qui nous ont permis de prendre du profit et puis de se renforcer. On a également fait ça sur le Japon, qui est également un marché qui a connu des variations importantes ces derniers mois. Et mon dernier graphique, lui, montre un peu la distinction entre ce secteur de la technologie américaine, hein, c'est la courbe grise, et le reste de l'indice américain, le S&P 500, hein, les 500 plus grosses entreprises américaines. Et on voit que cette valorisation historique élevée des actions américaines, elle est vraiment liée à la valorisation des entreprises du secteur de la technologie qui s'était envolée, qui a fortement corrigé et qui s'est reprise dernièrement. Voilà. Alors, pour conclure, notre vision des classes d'actifs, et c'est ce qu'on met en œuvre dans nos Donc profils ça, là, de gestion pilotée. ce slide, Colin, pour que notre audience comprenne, c'est en fait finalement la synthèse de tout ce que tu as expliqué, c'est comment en fait ça va s'impacter dans vos choix et dans vos allocations. Voilà.
notre métier de gestionnaire diversifié, c'est de définir l'allocation d'un portefeuille, quelle classe d'actifs on va favoriser, quelle classe d'actifs on va diminuer en fonction de nos attentes. Et donc, nos vues aujourd'hui, c'est que on est plutôt on observe que la croissance se tient, et donc c'est plutôt favorable aux actions, mais comme on a des valorisations un peu élevées, on se méfie un petit peu, on préfère être prudent, donc ce qui explique notre positionnement proche de la neutralité. Et quand on regarde par segment des actions, on est plutôt un petit peu sous-pondéré sur les actions américaines parce qu'on les trouve trop chères, et à l'inverse un petit peu surpondéré sur les autres zones dont on trouve la valorisation plus raisonnable, donc les actions européennes, les actions japonaises, les actions émergentes. Il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais qu'on aime bien, ce sont les petites capitalisations. On va en retrouver dans les trois profils. On pense qu'il y a une décote importante de ces petites capitalisations par rapport aux grandes capitalisations. On pense que ça leur confère un potentiel de performance plus important pour les mois à venir. Et donc, c'est quelque chose qu'on a fait le choix de détenir dans les profils. Et ensuite, quand on regarde les obligations, on aime bien les obligations d'État parce qu'on trouve qu'on a un niveau de rémunération important. Hein. Les taux sont à un niveau relativement élevé, et donc on bénéficie d'un portage du fait de détenir ces obligations. On aime bien aussi les obligations d'entreprise parce que la conjoncture est plutôt porteuse. Et puis enfin, sur les devises, on est un peu méfiant vis-à-vis du dollar américain. On pense que la façon dont l'administration américaine gère les affaires invite peut-être un peu à la méfiance vis-à-vis de la devise américaine. Il y a peut-être une certaine perte de confiance. Et puis, à l'inverse, on pense que le yen s'est affaibli de façon exagérée et aurait un potentiel de revalorisation. Donc voilà pour les différents messages que nous souhaitions adresser aux porteurs de cette gestion pilotée Epargnissimo. Alors, merci Colin. Alors, je vais juste reprendre deux termes techniques que tu as donnés, juste que nos clients comprennent, en tout cas, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, le terme décote sur les small caps, ça veut dire qu'en fait, vous considérez que finalement, les actions petites capitalisation sont moins chères que le marché. Donc, il y a réellement de la valeur d'appréciation à moyen terme ou à court terme. Donc, on va aller chercher cette capacité d'appréciation. Concernant le deuxième terme technique, qui est le terme portage, qui est un terme qu'on emploie régulièrement sur les obligations. Le portage, c'est la capacité donc d'investir, donc de prêter de l'argent, comme l'a dit Mathieu en amont, à une entreprise. Et en fait, c'est le rendement qu'on va avoir. Et donc, dans le coup, on va pouvoir porter l'obligation pendant X années et on aura quand même le rendement qui nous est attribué, qui a été déterminé au démarrage, puisque je rappelle que sur une obligation, on connaît le rendement en amont finalement du placement ou de l'argent qu'on va prêter, comme l'a dit Colin, également quand on fait un prêt à la banque. Voilà, on sait finalement le taux d'intérêt, à quel taux, en tous les cas, la banque nous prête l'argent et à combien on devra rembourser cet argent. Merci à tous les deux, en tous les cas, pour cette présentation très exhaustive. Merci Mathieu. Merci Jean-Olivier. Merci Colin. Merci beaucoup. Merci Colin. Donc, comme on vous l'a dit en amont, n'hésitez pas à nous poser des questions. On y répondra dans un second temps. Je passerai certainement les questions, s'il y a besoin, à Mathieu et Colin. Dans un second temps, toute notre équipe, bien évidemment, se tient à votre disposition. On est ravis d'avoir partagé ce moment avec vous, ce point sur la gestion pilotée Lazard Frères Gestion au sein de la gamme Epargnissimo. Vous nous retrouvez bien sûr sur les réseaux sociaux. Ce webinaire sera bien évidemment disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, on est aujourd'hui avec toute l'équipe, Xavier et toute la team Epargnissimo à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci encore. Au revoir. Merci, au revoir.